يهودي من جنيف سويسرا تفطن للعالم الجديد الذي يسير العلاقات الدولية، خاصة العلاقات بين الشمال والجنوب، ولا سيما العلاقات بين الغرب والعالم العربي الذي ضحك عليه عبر ديكتاتوريات، أنظمة عسكرية وملكية تضحك على شعوبها مقهورة من طرف هؤلاء الحكام، بينما لا تزال فئة من الشعوب العربية تطبل لباطل هؤلاء الحكام خوفا وطمعا، وخاصة طمع في التقرب من الحاكم، هذا الحاكم الجائر. معنا اليوم هذا الصحفي الذي يساند القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة. تابعوا معنا هذه الحلقة حتى نتعرف بهذا الصحفي اليهودي والدوافع التي وراء هذه الشخصية الخارقة عن العادة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. من أجلك عشنا يا وطني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أيها الأخوة والأخوات، ومرحبا بكم مجددا. الحلقة 174. هيا بنا شعار احتكار فأفكار. معنا بوريس إنجلسون أو أنجلسون، صحفي يهودي يعيش في سويسرا. تعرفت عليه في مسيرات في جنيف لمساندة القضية الفلسطينية. أولا وقبل كل شيء شكرا لك أخي بوريس على قبول هذه الدعوة. Merci beaucoup Boris pour avoir accepté cette invitation. Ma première question, elle s'adresse bien sûr à toi. Qui est Boris Engelson? Alors, dans quelques minutes, on va d'ailleurs expliquer aux auditeurs ou aux spectateurs pourquoi on se tutoie. Ça fait partie du sujet d'ailleurs. Mais à l'origine, tu souhaitais qu'on se trouve au bord du lac. Absolument. Et pour diverses raisons, j'étais pas enthousiaste, en particulier parce que le lac, c'est un cliché, le lac et le jet d'eau, un cliché, une carte postale, et je me sens un peu mal à l'aise face aux clichés. D'accord. Et d'ailleurs, on n'est pas hors du sujet en disant ça. Les spectateurs vont peut-être demander, mais quel rapport entre le jet d'eau et le problème de la Palestine et de l'identité juive? C'est la question, effectivement, dans quelle mesure on accepte de répéter ou d'adhérer et de se mettre dans des cartes postales clichés. L'autre jour, il y a eu un événement dont tu n'as sans doute pas entendu parler. C'était à la salle de l'Espérance, au théâtre de l'Espérance. Il y avait une journée organisée par les communautés juives, par un peu l'équivalent de des groupes francs-maçons, mais l'équivalent chez les juifs, le Bnai Brit. C'est des gens d'ailleurs assez ouverts. C'est pour ça que je vais parfois à leur, je crois qu'ils appellent ça le kesher des organismes, une fois par an. Et puis c'était peu après les semaines de manifestations de solidarité palestine. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire au moment du débat à la fin que quand j'allais à des réunions juives et pro-israéliennes, je devenais totalement pro-palestinien tellement je ne supportais pas leur esprit clan, leur esprit chauvin. Mais quand j'allais chez les pro-palestiniens, c'était l'inverse. Je redevenais pro-israélien tellement je supporte mal l'esprit de clan et partisan qu'il y a d'ailleurs dans la... C'est nuancé. C'est pas une question de nuance, c'est la question de l'esprit de clan. Et c'est peut-être le moment d'expliquer au public pourquoi on se tutoie. On se connaît très peu, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Mais il y a une ou deux choses que j'ai dites l'autre jour qui t'ont frappé, il y a une ou deux choses que tu as dites qui m'ont frappé. Tu as dit, c'est pas parce que je suis de leur
nation, de leur groupe, que je dois toujours être d'accord. Absolument. On ne doit pas toujours être d'accord Absolument. avec les siens. Absolument. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il Il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Il y a du commun. Le refus d'adhérer à l'esprit de clan, eh ben, c'est la famille, tous ceux qui refusent d'adhérer à l'esprit de clan, c'est le seul clan qui accepte les gens qui n'aiment pas l'esprit de clan. Ouais. Donc quand tu as dit, je ne sais pas parce que je suis arabe ou algérien que je dois être d'accord avec tout ce que font les Algériens, les Arabes ou les Palestiniens, j'ai senti qu'on était un peu... Il y avait quelque chose. On avait un peu le même regard sur la vie et que moi, c'est pas parce que je suis juif que je dois forcément être d'accord avec les juifs, avec le chauvinisme israélien. Et donc, l'essentiel pour moi, c'est de réfléchir sans esprit de clan. Il y a même des philosophes qui ont écrit des livres pour dire c'est très important de penser contre soi-même si on veut chercher la vérité. En tout cas, toi et moi, on est d'accord qu'on ne doit pas avoir pour seul et premier réflexe de défendre tout ce que font les siens. Les mafieux font ça, mais nous, on n'a pas... Voilà. Alors maintenant, tu me demandais qui j'étais, et sans le savoir, sans y penser avant de choisir ce parc des Bastions, je me rends compte que ce parc des Bastions est le lieu qui, mieux que des discours théoriques, peut expliquer qui je suis. Ici, dans ce restaurant Belle Époque du Jardin des Bastions, se tient chaque semaine une réunion des anciens de l'école du petit catéchisme juif. Ils appellent ça le Stamm, c'est un mot allemand, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Et qui se retrouvent là-bas? Ce sont les gens qui étaient, il y a 60, 70 ans, là-bas, parce que, tiens, le lieu est vraiment symbolique. À la rue Saint-Léger, la rue qui est au bout, il y avait ce qu'on appelait la maison juive. Et donc, les gens qui se réunissent depuis quelque temps, hein, c'est pas, ça fait quelques années que j'ai découvert qu'ils se réunissaient. C'est juste les anciens de cette maison juive où les petits juifs allaient une fois par semaine, comme les petits catholiques allaient au catéchisme. Les juifs, ils allaient à ce qu'on appelait le Cheder, où on nous apprenait des rudiments de liturgie, des rudiments d'hébreu et quoi d'autre. Donc il y avait Histoire sainte. C'est la langue aussi. Oui, et puis, bon, j'ai oublié le troisième, ça me reviendra. Est-ce qu'on y croyait, est-ce qu'on n'y croyait pas? C'est pas ça. Quand tu es émigré, quand tu appartiens à une minorité, tu adhères, il y a un esprit de groupe, un peu l'esprit de clan, mais enfin c'est innocent. Dans les années 50 à Genève, aller à ce catéchisme pour juifs, c'est un patriotisme un peu innocent. Et d'ailleurs, à l'époque, la majorité des juifs étaient de gauche, étaient révolutionnaires. Et au sous-sol de cet immeuble, que je pourrais d'ailleurs te montrer tout à l'heure, il y avait les réunions des scouts juifs. Alors il y avait les scouts communistes et les scouts socialistes. Et puis il y avait un troisième groupe, c'était les religieux, les traditionnels, mais nous on les regardait par la lucarne un peu comme des objets de musée. On se demandait comment on pouvait être comme ça avec la kippa et les trucs. Nous, on était naturellement socialistes ou communistes, sans nous rendre compte d'ailleurs qu'on pouvait très bien être hyper révolutionnaire, socialiste et communiste pour sa nation et être colonialiste envers les Arabes. Hein. Ça, on n'avait pas compris à l'époque. Ouais. Donc, on allait là, et ceux qui ont été, quelle que soit leur opinion, leur classe sociale, qui ont appartenu à une minorité, qui ont des souvenirs d'enfance, ça dure toute la vie. Alors quand parfois je vais le mercredi ici, c'est pas que je sois forcément très proche de tous ces gens, certains oui, certains moins. C'est pas qu'on ait tous les mêmes positions sur Israël, c'est pas qu'on soit tous religieux, c'est qu'on est des gens qui avons des souvenirs d'enfance importants, et quand on appartient à une minorité, les souvenirs d'enfance sont encore plus intenses. Voilà, donc pour dire le cadre est ici derrière, il y a le mur des réformateurs, un symbole du protestantisme.
Alors, tu me demandes qui je suis, est-ce que je suis juif, est-ce que je suis suisse, est-ce que je suis genevois, est-ce que je suis universaliste, est-ce que je suis pro-palestinien? Une chose est sûre, je viens d'une famille qui n'était pas très religieuse, un peu quand même, parce que bon, à l'époque, ou bien on était tout à fait communiste, ou bien on était encore, on n'osait pas nier l'existence de Dieu, mais bon. D'origine quoi, russe, tu m'as dit? Mon père était un juif russe et la maman? juif polonaise, et comme ils s'entendaient très mal, mon père m'a toujours dit du mal des juifs polonais. Et vice-versa. Voilà. Donc pour dire qu'en tout cas, j'ai des bonnes raisons de ne pas être aveuglément, intégralement pro-juif, parce qu'il faudrait encore savoir pour et contre lesquels. Mais bref, donc à l'époque, la plupart des juifs, en tout cas en Europe, étaient de gauche. Il y a même une époque où on disait que la vraie patrie des juifs, c'était le Parti communiste. Mais comme ce courant a, pour l'essentiel, disparu, c'est aussi ça qui fait que la majorité des juifs qui ne sont pas chauvins, qui ne sont pas nationalistes, on les entend plus beaucoup parce qu'ils ne savent plus très bien où parler. Voilà. Donc, pourquoi je parle du mur des réformateurs, c'est quand j'étais petit, je savais peut-être pas très bien ce que c'était d'être juif, mais je savais que j'étais pas de la majorité. Et je me rappelle même qu'une fois, j'avais un très bon camarade d'école, à l'école primaire, et une fois je lui ai dit, j'ai répété un peu bêtement ce qu'on nous disait au Cheder, à ce petit catéchisme, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, et d'ailleurs il l'a jamais dit, et s'il l'a dit, c'est un menteur. Et mon camarade, et c'était pourtant mon meilleur camarade, allait le dire aux autres élèves de l'école, et le lendemain, à la récréation, ils m'ont tendu une embuscade, et ils disaient, t'as dit que Jésus n'était pas juif de Dieu, et je répondais, et Joseph, alors il me disait, mais Joseph c'est son père nourricier, je crois qu'il disait. Je ne comprenais pas ces mots, mais enfin je comprenais une chose, c'est que j'appartiens à une minorité, et que la majorité, même si ce n'étaient pas forcément des gens très méchants, ils ne nous veulent pas forcément de bien, et en tout cas, moi, quels que soient les efforts, j'arriverai jamais à être normal comme eux. Et quand on est dans une société très normalisante comme la société suisse, qui est une société à l'époque très conformiste, très conservatrice, elle l'aime aussi maintenant, mais plus dans le politiquement correct, le woke, mais c'est une société très normative. Quand on est un petit peu fou, et c'est peut-être le fond de la culture juive de la diaspora, pas d'Israël, ce grain de folie, on dit qu'on aime bien rire de nous-mêmes, c'est quelque chose qui est vraiment très au fond de ta personnalité, ton identité. Donc j'en reviens, tu me demandes est-ce que je suis suisse, est-ce que je suis juif, est-ce que je suis genevois, est-ce que je suis pro-palestinien? Je dis je viens avant tout de ce peuple minoritaire qui a eu ses qualités et ses défauts, mais qui avait ce grain de folie qu'ont souvent des minorités qui ont besoin d'une certaine distance pour survivre. Voilà. Pour le moment, c'est... شكرا لك أخي بوريس. السؤال الثاني، هل بوريس متدين؟ Est-ce que Boris est pratiquant, il croit en Dieu ou pas du tout? Alors, au risque de me faire mal voir par la plupart des Arabes. Liberté d'expression, hurriyat al-ta'bir. Je ne suis pas croyant au sens religieux. Quand j'étais jeune, mon rêve c'était de devenir prix Nobel de physique et pas rabbin. Ici, il y a une autre statue significative, celle de Jean Piaget, qui a été en quelque sorte l'Einstein de la psychologie de l'enfance. Et la pédagogie. Et de ce qu'on appelle parfois l'épistémologie. J'ai été brièvement son assistant. À l'époque, je rêvais de faire une carrière laïque universitaire. C'est aussi un esprit de clan, parce que les universitaires, les scientifiques se croient très universalistes, mais c'est aussi une société parfois très clanique, où il y a des écoles de pensée, on est pour, on est contre, mais une fois qu'on est dedans, c'est très difficile d'en sortir. Donc, pour en revenir à ta question, non, je ne me considère pas du tout comme religieux, et ça aussi, ça fait que avant d'être solidaire des Juifs, je dois me poser la question, mais alors qu'est-ce qui me lie à eux? C'est en tout cas pas la religion, et c'est pas le sionisme, parce que au fond, au bout d'un certain temps, on se rend quand même bien compte que Israël
est très injuste à spolier les Palestiniens. Mais il y a ce grain de folie qui reste et qui relie certains juifs, même non-croyants. شكرا أخي. السؤال الذي يأتي من بعد: ما هي علاقتك بإسرائيل؟ Quelle est la relation qui te lie à Israël? Alors, par hasard, je suis en train de faire de l'ordre chez moi et j'ai retrouvé un objet qui va me permettre de répondre. Aujourd'hui, rien ne me lie à Israël. Si tu me demandes est-ce que Israël est un État d'apartheid, pour l'essentiel, je serais d'accord. On peut toujours dire oui, mais il y a des Arabes israéliens qui ont les droits, mais enfin, c'est vrai que Israël traite les Palestiniens, à mon avis, comme des Moins que rien. humains de seconde classe, qu'actuellement le gouvernement israélien, je crois, cherche à se débarrasser de tout ce qui peut être palestinien dans un rayon de 1000 km, et donc je n'ai pas de sympathie pour la politique israélienne. Quand Maxime Randinson, qui était un politologue à l'époque, dans les années 60, a écrit dans une revue très à gauche, Les Temps modernes, Israël fait colonial, je pense qu'à l'époque, quand j'étais jeune, ça m'aurait gêné parce que malgré tout, il y avait un petit peu de solidarité. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vrai. Mais, et c'est pour ça que quand je vais aux réunions de Palestiniens, je ressors pro-israélien, c'est que Israël n'est pas le seul. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu plus de massacres de Palestiniens en Jordanie et au Liban qu'en Israël. Et il ne faut pas oublier que les faits coloniaux à l'intérieur de pays indépendants qui sont libérés du colonialisme, ça existe encore en Inde, en Algérie, partout. Donc, autant je peux comprendre d'une certaine manière la haine que les Palestiniens peuvent avoir d'Israël, autant je me méfie des militants. Alors une chose, c'est des Israéliens qui sont de plus en plus chauvins, pas tous, chauvins, parfois jusqu'à l'inhumanité. Il y en a qui ont dit qu'il faut lancer une bombe atomique sur Gaza. D'un autre côté, il y a les Palestiniens qui ont beaucoup souffert, parfois aussi par entêtement, mais enfin, ils ont beaucoup souffert. Et quand j'ai appris qu'il y avait 30 000 morts à Gaza sous les bombes israéliennes, je ne croyais pas au début. Je me disais, mais c'est pas possible. Un peu plus. Mais par contre, je me méfie beaucoup des militants, surtout ceux ici, qui sont toujours du bon côté, c'est toujours des héros, tant que ils ne prennent pas de risques, et ils ont une mémoire très sélective. Donc je dirais, il ne faut pas oublier ça, indépendamment du bien ou du mal qu'on pense d'Israël, du bien ou du mal, ou de la compassion qu'on peut avoir pour les Palestiniens, il y a ces militants qui font toujours la morale à tout le monde dans le monde entier, et qui suivent les zigzags de la mode, et moi je me méfie de ces gens-là. Donc quand tu me demandais est-ce que je suis militant pro-palestinien, dans ce sens-là, je dirais non. D'accord. Ok. La prochaine question. Attends. Et je disais aussi. Ah oui, c'est vrai, le bel objet, ouais. Ancien. Alors non, pas vraiment. D'accord. Il y a. C'est en bronze ou je sais pas quoi. On y mettait un petit bloc. On va peut-être le montrer comme Oui. ça. Il est lourd, hein. Oui, et il y a même un mot En hébreu. je crois que ça veut dire. Je crois que c'est Eretz Israël. D'accord. Qui Voilà. veut dire Qui veut dire la terre d'Israël. D'accord. Et C'est une sorte de bloc-notes, c'est ça? Oui, et puis je sais pas pourquoi il y a ces trucs, c'est peut-être pour poser une cigarette, à l'époque on fumait. Mais à l'époque, je trouvais normal d'avoir ça sur mon bureau, et puis on avait la petite boîte où on mettait des sous pour le KKL qui plantait des arbres pour boiser Israël, et on n'avait pas conscience de soutenir une entreprise coloniale à l'époque. Donc je veux dire, c'est naturel, tu nais dans un milieu, cette idée qu'il ne faut pas être systématiquement pour son clan, ça vient plus tard. Mais quand t'es gosse, t'es juif, tu as entendu dire que tes ancêtres ont souffert, qu'ils sont allés... Tu suis. Voilà, tu suis un petit peu, et voilà. C'est une très très belle introduction à ma prochaine question. هل بوريس يعد من الخونة لأنك تساند القضية أو يعني في طريق غير الطريق الصحيح أو الطريق العادي تاع الإسرائيليين؟
est-ce que Boris, avec sa pensée un petit peu presque qui sort un peu de l'ordinaire, est-ce qu'il n'est pas considéré comme un traître par la communauté juive ou sioniste, si tu veux? Alors, je ne voudrais pas jouer au héros, parce que je ne suis pas quelqu'un d'important. Je suis mal vu dans les communautés juives. Et d'ailleurs, j'ai écrit il y a une trentaine d'années, un dossier dans une revue genevoise, un dossier qui a fait un peu scandale, qui s'appelait « Des Juifs comme vous et moi », et qui en gros disait la chose suivante. Il y a 3 communautés juives à Genève, il y a les orthodoxes, très conservateurs, les libéraux, qui ont un discours très ouvert, pacifiste, mais enfin, il faut le voir dans quelle mesure. Et puis, au milieu, la grande communauté centriste. Et je disais, la plus grande des 3, c'est la 4e, celle de ceux qui sont nulle part. Et qui sont... Mais tous les juifs dont le peuple juif, même les Israéliens, sont fiers, les Einstein, les Freud, ces gens-là, ils ne mettraient pas les pieds dans une communauté juive actuelle. Ces gens-là, certains ont même écrit des écrits extrêmement durs pour les juifs, mais enfin bon, c'est pas forcément toujours ce qu'ils ont fait de mieux. Mais je veux dire, je crois que les juifs qui ont fait la force intellectuelle du peuple juif pendant un siècle, parce que pendant un siècle, les juifs ont joué un rôle très important dans la vie intellectuelle et scientifique européenne et américaine, ces gens-là ne ressemblent pas à Netanyahou, ils ne ressemblent pas aux rabbins, c'est des gens qui sans doute se sentiraient très mal à l'aise dans les communautés juives. Donc je pense que la plupart des vrais juifs, ceux qui ont ce grain de folie, au fond ne sont pas représentés par les communautés. Et ça, c'est pour moi le fond de la question, et c'est pour ça que je me méfie des militants, c'est que l'impunité d'Israël, d'abord, je ne pense pas qu'il n'y ait que des criminels en Israël. Je ne pense pas non plus qu'Israël ne fasse que des abominations. Et je ne suis pas sûr, si j'étais arabe, je me demande même si je ne préfère pas encore être arabe israélien qu'arabe dans bien des pays arabes. Mais cela étant dit, je ne me rappelle plus où j'en étais. Oui, c'est que si Israël a ce sentiment, a cette arrogance et cette impunité, c'est pas uniquement à cause des sionistes. C'est aussi parce qu'ici, depuis 1945, le philosémitisme est devenu le must absolu, le politiquement correct de base. Toutes les personnes qui dominent notre société ont dû, comme premier article de foi, dire « moi je suis antifasciste, je suis anti-nazi, je suis pour les juifs, mes parents étaient pour Alfred Dreyfus, etc. » Et si, comme moi, tu prends un peu de distance vis-à-vis des communautés, quand j'ai écrit mon dossier, un truc oublié depuis, les premiers adversaires que tu as, c'est tous les progressistes, les militants progressistes, les militants antiracistes, ou ceux qui aussi ont ressorti des fonds de tiroir, l'histoire des fonds des errants, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, bien sûr, dans les années 90, toi. Alors, le juif qui refuse de jouer la victime, moi je suis né en 1946, donc je n'ai pas été une victime du nazisme. Des juifs de ma génération ont fondé à la communauté un groupe Shoah deuxième génération. Ils disaient les derniers qui ont vraiment été victimes sont morts. Alors quand ils ont créé le groupe de Shoah deuxième génération, moi j'ai cru que c'était le moment de dire ben voilà, je suis de deuxième génération, j'en ai marre de jouer à la victime. Eh ben je peux te dire que je me suis fait maltraiter et exclure du groupe. Donc les militants, les progressistes, les antiracistes me semblent avoir joué un rôle très négatif dans cette bonne conscience qui permet à Israël de se croire en état de sainteté permanent. Et d'ailleurs, ces militants progressistes sont très embarrassés parce qu'ils ne savent plus très bien s'ils doivent plutôt s'indigner du 7 octobre ou s'indigner de ce qui se passe à Gaza, mais ils seront toujours du côté ami du peuple, tant que ça ne coûte rien. Ok. Je suis trop bavard. Non mais c'est bien, c'est très bien. ندخل في الموضوع أو صلب الموضوع. لما التقيت بهذا الصحفي في مسيرة من المسيرات يقول لي لحل المشكلة الفلسطينية لازم الشعوب العربية تتخلص من الديكتاتورية أو هؤلاء الحكام العرب الذين
ضحكوا على الشعوب. Ma question, je me rappelle quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'avais parlé de le fait de ces peuples arabes qui se font diriger par des dictateurs. Tu me disais que le nœud du problème, il réside en quelque part dans cette Alors je ne sais pas si c'est le nœud du problème, Ouais. mais l'auditeur, une clé peut-être des solutions. le public a senti que je suis de manière peut-être un peu obsessionnelle, Ouais. agacé par les intellectuels progressistes qui font la morale au reste du monde. D'ailleurs, il y avait une bande dessinée amusante de Le Chat, tu connais la bande dessinée Oui, Le Chat. bien sûr. Et il ironisait sur la société arc-en-ciel, et il disait dans la nature on ne trouve pas ça, et surtout dans la nature on ne trouve pas des animaux qui passent leur vie à faire la morale aux autres. Alors c'est vrai que je suis un peu braqué contre les gens qui, sous couvert d'être progressistes et de défendre le peuple contre les abominations de l'impérialisme et du grand capital, font toujours la morale aux autres. Mais, alors, peut-être que c'est parce que j'ai cette obsession que j'ai dit le vrai problème, c'est les dictatures des pays arabes. Mais c'est vrai quand même. Je ne crois pas que les questions des droits de l'homme dans les pays arabes, dans l'ensemble de la zone MENA, ce soit de la faute d'Israël. Alors je ne comprends pas pourquoi les militants ils s'indignent beaucoup sur Gaza. Et pas ça, sur les autres pays. Mais sur le Soudan, ils ont mis des mois et même des années, et c'est vraiment parce qu'on leur a dit « et le Soudan » qu'à la fin ils ont dit 2 mots sur le Soudan. Il y a le Pakistan, paraît-il, a envoyé à l'époque des soldats au roi Hussein de Jordanie pour l'aider à massacrer les Palestiniens. On n'en parle pas. Les massacres qui ont eu lieu de part et d'autre au Liban, tâche aveugle. D'ailleurs, il y a un excellent film, L'Insulte, qui est un film que je trouve prodigieux, qui aborde toutes ces questions, etc. Donc, je veux dire, oui, je pense que si Israël était entouré de pays arabes démocratiques, avec une vie intellectuelle, universitaire intense, avec des gens qui ne parlent pas tous, qui justement ne défendent pas en bloc toujours le point de vue des leurs, s'il y avait une presse extrêmement qui débat, je ne sais pas si Israël pourrait bombarder des masses de citoyens arabes de cette manière. C'est une question que je pose, et c'est un débat qu'il faudra avoir, mais aussi, il paraît qu'à Gaza, la vie intellectuelle n'est pas aussi monolithique qu'on le dit. Alors ça, je ne sais pas. Ce sera peut-être le sujet une fois d'un débat. Absolument, ouais. شكرا أخي بوريس. كيف تقرأ ترحيب نتنياهو في أمريكا وهو يعتبر مجرم حرب، خاصة بعد إصدار مذكرة اعتقال من طرف المحكمة الجنائية الدولية. Cher Boris, comment tu lis cette... tu as vu, Netanyahou aujourd'hui, il est en visite officielle aux États-Unis et il a été accueilli comme un héros, alors qu'en même temps, la Cour pénale internationale, elle a lancé une sorte de mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité, un criminel de guerre. Comment tu vois cette contradiction? On sait que la CPI, elle se situe aux Pays-Bas. Bon. Tu m'interroges comme si j'étais un expert en géostratégie, un grand politologue. Non, moi, au début de cette conversation, j'ai parlé d'identité ancrée dans des choses toutes simples, toutes concrètes, et où simplement j'essayais de parler vrai. Je n'ai pas de connaissances particulières. J'ai été très impressionné en lisant hier la biographie de celle qui sera peut-être, avec un peu de chance, la présidente des États-Unis, parce qu'elle est moitié jamaïcaine, moitié tamoule, et scolarisée en français au Canada. Bon, mais des criminels de guerre, il n'y a que ça actuellement. Et ce qui change avec l'époque où j'étais adolescent,
c'est qu'avant, les criminels de guerre, c'était des dictateurs horribles et on se disait, tôt ou tard, le peuple se soulèvera. Nous, notre rôle de progressistes en Europe, c'est d'aider la société civile, d'aider l'opposition, et un jour, ces gens tomberont. Mais actuellement, les criminels de guerre sont réélus triomphalement partout dans le monde, en Russie, en Inde, en Israël. Donc je veux dire, actuellement, être criminel de guerre, c'est pas une rareté. De savoir si le gouvernement américain est inconditionnellement pro-Netanyahou, j'en sais rien. Il y a beaucoup de juifs américains qui sans doute n'aiment pas du tout. Mais le problème, c'est qu'on est entré dans une ère où aucun problème n'a plus de solution. Alors, quand tu es dans un monde où les problèmes n'ont plus de solution, définir une éthique à laquelle tout le monde va croire en disant il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela et on vivra tous pacifiquement dans le bonheur, ça n'est plus une issue. Alors, comment les États-Unis voient l'avenir du Proche-Orient? J'ai assisté récemment à un débat dans le sous-sol de la librairie L'Olivier où il y a eu un certain Malek, un Libanais très libre penseur. Il a dit qu'il pense qu'il va y avoir une réconciliation entre les États-Unis et l'Iran. Mais je lui laisse la responsabilité. Mais puisque tu parles des États-Unis, pour moi, une des personnes qui incarne le mieux l'esprit du juif américain, c'est quelqu'un qu'on n'invite jamais au festival du film juif à Genève. C'est Woody Allen. Il n'y a pas plus juif que l'esprit de Woody Allen. Je ne crois pas que Woody Allen soit très religieux. Je ne pense pas que toutes les femmes dont il tombe amoureux soient des juives. Je ne sais pas très bien ce qu'il pense d'Israël, mais s'il faisait un film, tiens, peut-être qu'il sera inspiré. Je ne pense pas qu'il sera très pro-Netanyahou. Et pourtant, il est 100 fois plus juif que tous les rabbins réunis et que tous les ambassadeurs d'Israël réunis. Voilà, c'est tout ce que je peux faire comme commentaire là-dessus. On arrive presque au bout de cet entretien. L'avant-dernière question. D'après toi, par rapport à, je vais le dire peut-être d'abord en arabe, حسب برأيك أنت ما هو الحل تاع الأزمة تاع القضية الفلسطينية. D'après toi, cher Boris, c'est quoi la solution au conflit israélo-palestinien? Alors on vient d'en parler. Autant quand j'étais jeune, j'aurais regardé les pessimistes et les cyniques comme des monstres, et je faisais partie de ce courant. Bon, je me considérais comme marxiste à l'époque, même si j'avais pas lu beaucoup Marx. Et puis je me considérais comme scientifique. Je voulais devenir prix Nobel de physique, la plus théorique possible. Quand tu penses comme ça, tu crois que tous les problèmes vont avoir une solution. Et alors là, chacun y va de sa solution, mais droits de l'homme, liberté, progrès scientifique, etc. Il y a un historien français, Jacques Julliard. Je l'ai d'ailleurs eu brièvement comme prof à l'université, cette université un peu 68 Ardes, Paris-Vincennes, Paris 8. Je l'ai entendu il y a peut-être 5 ans à la radio. Je me suis dit, quoi, Julliard, encore vivant, qu'est-ce que ce dinosaure peut avoir à dire? Mais il a dit des choses très intéressantes. Il a dit pourquoi il n'était plus de gauche, et entre autres, ça fait partie de l'équation, il a dit qu'il ne croit pas que tous les problèmes aient des solutions. Donc si tu me demandes quelle est la solution, je dirais, je ne crois pas qu'il y en ait, et c'est ça qui fait la force des Netanyahou, c'est ça qui fait la force des Poutine. C'est son fonds de commerce. C'est ça, c'est qu'ils savent qu'il n'y a pas de solution. Donc ils surfent sur cette vague. Donc ils se disent, du moment que la Troisième Guerre mondiale est inévitable, autant être le premier à tirer et avoir le dessus. Mais j'en reviens à ce qui a été notre point de départ, même s'il n'y a pas de solution, c'est très important de ne pas être clan contre clan, de ne pas avoir cet esprit un peu mafieux de « je défends mon clan » à tout prix. Il y a une phrase en anglais, je crois, « right or wrong, my country ». On peut comprendre ça quand deux pays sont en guerre, qu'on doit faire bloc. Mais quand il s'agit de débats d'idées et de choix moraux essentiels,
on ne trouve pas un choix moral simplement en soutenant mordicus par principe son clan. Et le nombre non plus n'est pas toujours un bon guide. C'est pas parce qu'il y a eu un plus grand nombre qui souffre d'un côté que le grand nombre a toujours raison. Le grand nombre peut parfois être pogromiste au nom de sa souffrance. Absolument. Donc c'est la seule chose que je puisse dire et qui fait qu'on se tutoie et qu'on a eu envie de se revoir, c'est qu'il faut rester libre de sa réflexion, libre de ses choix moraux, indépendamment de savoir à quel clan On appartient. on appartient. Et si je viens parfois le mercredi ici, c'est par nostalgie, c'est pas parce que malgré tout, les souvenirs d'enfance permettent des échanges, de l'amitié, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est vrai? Et ça, même dans une société moderne, démocratique, et même dans les milieux militants avancés, éclairés, c'est pas toujours si facile. شكرا أخي بوريس. السؤال الأخير ألا وهو فكرة تروج في العام، يقولوا أن اليهود هم من يسيرون العالم اقتصاديا وماديا وكذلك بالإعلام والسياسة، وبعض الأحيان فيه ملفات تاع ابتزاز، ملفات تاع أشياء يعني خارجة عن الحياة. Ma question, la dernière, on dit que c'est les Juifs qui dirigent ce monde à travers la finance, les médias, la politique, et parfois il y a des dossiers de corruption, de dossiers, de sextapes et tout ça. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors, moi je crois que c'est un mythe total, mais c'est vrai que cette collusion de tout le monde démocratique, progressiste, depuis 1945, après le nazisme, en faveur des Juifs, leur donne une base de pouvoir, ça c'est sûr. Mais pour l'essentiel, c'est un mythe. Et j'ai raconté l'anecdote de mon père qui disait du mal des Juifs polonaises et de ma mère qui disait du mal des Juifs russes. La principale caractéristique d'un Juif, c'est de jamais être d'accord entre eux et d'avoir un esprit critique exacerbé. On leur a reproché, ça a été aussi une des bases de l'antisémitisme. Et personnellement, je n'ai rien de commun avec ceux qui ont joué un rôle important dans la finance ou dans les médias. Signalons d'abord, les banquiers ne sont pas tous juifs. Il y a eu les banquiers protestants, il y a eu les banquiers catholiques, mais, et ça on sort de notre sujet, une minorité, et une minorité en danger, doit forcément se trouver une force ailleurs pour survivre et se protéger. Si dans les pays protestants ou arabes, les banquiers ont souvent été juifs, dans les pays catholiques, ça a souvent été des protestants. Et dans certains pays arabes, ça a été des yéménites. Et en Inde, c'est souvent des farsis. C'est pas le fait d'être juif, il n'y a pas de cohésion, de complot, de société secrète juive. De pieuvre qui tient le monde. Comme je le dis, moi je suis très très mal vu des communautés. J'ai un ami qui vient de se tuer en voiture, Serge Desarnaud. Il était à moitié juif, personne ne le savait parce qu'il était petit, il avait le type très inca parce que son père était péruvien. Et il ne mettait jamais les pieds à aucune synagogue. Et la plupart des amis juifs que je connais, ils se reconnaissaient plus dans la gauche que dans la collectivité. Je ne pense pas que Woody Allen soit à la tête d'un comité secret pour pousser les réalisateurs juifs. Simplement, une minorité a tendance à être surperformante ou parfois sous-performante. C'est le grand mystère pourquoi les Roms, qui sont des gens certainement aussi intelligents que les autres, ils ont préféré trouver leur créneau un peu dans la marginalisation professionnelle. Mais beaucoup de minorités, et c'est donc vrai des protestants, c'est vrai des juifs, c'est vrai des arméniens, c'est vrai des farsis, ça a été vrai des japonais émigrés. Les japonais en Californie, il y a un siècle, se sont fait chasser parce qu'ils étaient surperformants scolairement et dans l'agriculture. Donc c'est une caractéristique d'une minorité de trouver sa force et
chance de survie Moyen de ailleurs, défense, ouais. quitte parfois à ce que ça aille jusqu'à la mafia. Il y a eu des mafias juives aux États-Unis, on parle beaucoup des mafias italiennes, mais rarement des mafias juives. Mais ça, donc, cette illusion qui sont partout, c'est simplement le réflexe de survie des minorités qui, effectivement, compensent par la réussite professionnelle ou financière ce qui leur manque sur le plan du nombre, de la force politique et militaire. Merci beaucoup, mon cher بوريس. هل تعرف هذا العدد أو الرقم ماذا يرمز؟ Cher Boris, est-ce que tu sais ce chiffre, qu'est-ce qu'il indique? Ça doit être un nombre de mois ou de jours ou d'années en relation avec la Nakba. Disons que c'est la Nakba algérienne. En fait, il s'agit du printemps algérien. Depuis maintenant 284 semaines que le printemps algérien est né et on essaye de se démocratiser pour que cesse cette dictature qui fait pousser tous ces jeunes à fuir dans l'immigration, les gens qui vivent dans la pauvreté, les gens qui vivent sous les gens qui sont en prison et tout ça. Donc nous on essaie de lutter contre cette dictature militaire pour qu'on puisse, le peuple algérien puisse vivre dans la dignité et la... Mais alors ça m'amène à rebondir avec encore une anecdote. Ouais. Je ne sais pas si le patron, le fondateur du festival FIFOG est algérien, Je sais pas, mais il est berbère. Ah, c'est possible. Ouais. Et son festival, c'est pas pour rien qu'il a voulu l'appeler Festival du film oriental et pas arabe. C'est que comme berbère, Ouais, c'est il toujours aime sensible. peut-être bien les Ouais, Arabes, mais pas toujours. Pas toujours. Et c'est chez lui que j'ai parfois vu des films israéliens Ouais, intéressants. ouais, ouais. Et donc lui, il est, je crois, quand même un des acteurs de la culture du Maghreb à Genève, du Maghreb et de la zone MENA. Mais lui, effectivement, il n'est pas enfermé dans une case. Et c'est un homme qui certainement a ses qualités, ses défauts comme tout le monde. Mais en tout cas, là, je trouve qu'il fait œuvre utile. Donc peut-être tu devrais aussi aller l'interroger. Peut-être. Et il y a quelqu'un que tu devrais aller interroger, pas seulement mon ami. Interviewer. Oui. Interroger peut-être, on n'est pas la police. Non, mais... D'accord. C'est qui? C'est pas seulement cet ami dont je t'ai parlé, Misha Sofer, qui aurait des choses intéressantes à dire sur son identité, qui est à la fois juive, égyptienne, francophone, Il parle arabe? etc. Je ne sais pas, je n'ai D'accord. jamais posé la question, mais j'ai discuté l'autre soir avec un ami qui était, quand on allait à ce cheder, ce catéchisme des petits juifs, c'était le seul séfarade. On nous avait même prévenu un jour, il va arriver un séfarade. C'est toujours si on ne nous a pas dit on va amener un rhinocéros, faudra, c'est quelque chose de curieux. Et il porte un nom assez inattendu pour un juif, il s'appelle Santo Capon. Et l'autre jour, j'ai discuté avec lui, je ne veux pas trahir ce qu'il me dit parce qu'il ne m'a pas prié d'aller le répéter devant la plus grande chaîne de télévision du monde, mais je crois qu'il n'y a rien de secret. Il m'a dit que son père avait joué un rôle dans le mouvement sioniste d'avant-guerre. Je crois qu'il a été le secrétaire d'une personnalité. Et ce Santo Capon m'a bien dit que dans le mouvement sioniste, il y avait clairement deux tendances. Il y avait ceux qui avaient quand même compris qu'en Palestine, il y avait des Arabes et qu'on ne pouvait pas tous les chasser ni les tuer et qu'il faudrait bien trouver un moyen de vivre ensemble. Et il y a ceux qui considéraient que non, la terre promise, c'était à eux, qu'il faudrait chasser les Arabes si on ne pouvait pas les tuer et mettre un mur autour, et que Netanyahou était le fils et héritier de cette tradition-là. Alors peut-être que ce monsieur, Santo Capon, aurait des choses à dire devant ta caméra parce que à la fois il connaît bien le sujet, et en même temps c'est un homme qui est totalement, lui non plus, il n'appartient à aucun clan, il est
totalement libre penseur et ça pourrait être intéressant. Je ne vais pas parler à sa place. D'accord, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. شكرا لكم على حسن الاستسغاء وما تنسوش النشر والاشتراك في هذه القناة. وقبل ما ننهي هذه الحصة فقط نذكر زبدة هذه الحلقة. هو الله عز وجل في القرآن يقول لك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الإنسان ما يجمش يجعل كل اليهود في جهة واحدة وكلهم مجرمين، وكفيهم الناس اللي طيبين ويحبوا الخير ويحبوا العدل ويحبوا. كذلك في المؤسسة تاعنا المؤسسة العسكرية فيهم أغلبيتهم عارف الناس طيبين ويحبوا الخير للبلاد، فيها قلة قليلة فاسدة مجرمة قاتلة. هؤلاء هم الخونة اللي دمروا البلاد والعباد، هؤلاء الذين نحاربهم بالسلمية. شكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci mon ami Boris. C'était très décousu. Très bien. Non, très sérieux? bien. Très très bien. C'était pas décousu. Un niveau intellectuel assez élevé. Oui, mais ça partait un peu dans tous les sens parce que si c'était par écrit, si tu demandais de remettre tout ça par écrit, ce serait très logique. Bien sûr, bien sûr. Mais là, c'était. Non, non, c'est très bien. C'est très très bien. Merci beaucoup, Boris. Ça valait la peine de. Bien de sûr. ces Ah petits oui, ah ouais, mois ah oui. de l'heure. Moi, j'adore ces. Il est T'as quelle été. heure الله